Forum Radio J dont vous êtes l'invité, Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour. Bonjour Frédéric Aziza. Alors, le télescopage entre la contestation du texte sur la sécurité globale, l'article 24, et le passage à tabac raciste de Michel Zecler par 3 policiers, donc à l'origine, on peut le dire, d'une vive émotion dans le pays. Quelle sortie de crise pour le gouvernement? Comment notamment retisser le lien entre la police et les Français? Et puis, il y a aussi la crise sanitaire dans l'actualité de ce week-end, comme depuis des mois et des mois. Quelle stratégie vaccinale pour le gouvernement? Et au-delà, cette pandémie du coronavirus n'impose-t-elle pas une concorde nationale, voire l'union nationale autour d'Emmanuel Macron? Mais pour commencer, Nicolas Dupont-Aignan, qu'est-ce que vous inspire le malaise dans la police et autour de la police, consécutif au tabassage raciste de Michel Zecler? Cela m'inspire qu'il y a un danger, un vrai danger, d'une coupure entre la police et une partie de la société française. Et je pense qu'il y a urgence à agir vite. C'est-à-dire de quelle manière? Dans 2 domaines, très simples. Premier domaine, ne jamais oublier que 20 policiers ou gendarmes chaque jour se font gravement blesser et on n'entend pas beaucoup d'indignation. Et j'aimerais que ces policiers et ces gendarmes qui sont blessés par des délinquants, et ces délinquants soient davantage punis par la justice. Premier point, parce que ce n'est pas le cas. Deuxième cas, quand il y a des actes inadmissibles, comme cela s'est passé avec cette agression, ce tabassage. Il doit y avoir des agressions racistes. Il doit y avoir des sanctions immédiates. Donc les 4 policiers les 4 policiers sont en garde à vue à l'IGPN. Donc qu'est-ce que vous attendez de J'attends l'enquête. Moi, je préjuge pas de l'enquête, mais j'attends une enquête et des actes. Ça n'a que trop duré parce que ces comportements discréditent par amalgame nos forces de l'ordre qui, par ailleurs, honnêtement, vivent un enfer au quotidien dans nos quartiers. Et vraiment, je ne voudrais pas qu'il y ait l'amalgame. On nous dit souvent, quand il y a une agression ici ou là, pas d'amalgame. Pas d'amalgame non plus pour les policiers. Je crois qu'il faut garder l'équilibre, grande fermeté pour toute bavure, et de l'autre côté, grande protection pour les policiers et les gendarmes qui font un métier très difficile. Et si on garde cet équilibre, on y arrivera à réconcilier. Si en revanche, on ne punit pas les agressions de policiers, comme c'est le cas aujourd'hui, et je peux vous dire, j'ai des dizaines d'exemples, et que de l'autre côté, on laisse faire des bavures, alors là, on va partir en vrille dans la société française. Alors, une question justement, c'est une question d'actualité. Vous dites on va partir en vrille dans la société française. Le tabassage hier de ce policier à Paris en marge de la manifestation pour les libertés publiques, est-il du même ordre que ce tabassage de Michel Zecler? Est-ce que c'est pareil? Tout tabassage est insupportable. Il y a un racisme anti-policier. Vous dites racisme anti-policier? Mais il existe, bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est alimenté. Qu'est-ce que ça veut dire un racisme anti-policier? Ça veut dire que c'est toujours la faute de la police. Il y a une volonté de détruire l'ordre républicain qui existe. Et il y a des mouvances d'extrême gauche qui surfent là-dessus, vous le savez. Donc, je voudrais que, encore une fois, les indignations ne soient pas à géométrie variable. C'est tout ce que je demande. Mais là, vous avez entendu depuis hier soir, tout le monde s'est indigné par rapport au tabassage de ce policier. Heureusement. Mais je peux vous dire que tous les jours, 20 agressions graves. Pas 20 insultes, 20 agressions graves. J'ai pas entendu le président de la République s'en émouvoir tellement. Donc, il en a parlé, y compris dans son post Facebook. J'ai proposé, depuis des années d'ailleurs, c'est pas nouveau, j'ai fait une proposition de durcir les peines avec des peines planchées pour toute agression de policiers et de gendarmes. Ça doit être automatique, comme il doit être automatique des sanctions. Et je m'interroge, et je le dis, sur la responsabilité du préfet Lallement. C'est-à-dire? Ça fait, depuis que le préfet Lallement est en service à la préfecture de police de Paris, il y a, dans l'organisation du maintien de l'ordre, des dérapages fréquents. Ça veut dire ça veut dire que j'estime que dans un pays démocratique, l'autorité politique ne peut pas couvrir tout le temps des dérapages. Et j'estime que si le ministre de l'Intérieur avait un peu d'autorité, un peu de responsabilité, il demanderait au préfet de police de partir. Et en tout cas, moi, si j'étais aux responsabilités, je changerais de préfet de police. Je le changerais. Donc vraiment. Ça veut dire que vous demandez, je demande la démission du préfet de police, comme un certain nombre d'autres leaders de gauche, parce que la démission ou le limogeage du préfet de police, parce que nous sommes dans une société, et je ne sais pas si Frédéric Aziza vous le constatez comme moi, où personne n'est jamais responsable de rien dans l'appareil d'État. Personne n'est jamais responsable de rien. Et il y a un moment,
si vous avez une émission, tiens, votre émission ici, si vous faites de mauvais scores et que vous êtes un mauvais journaliste, on vous gardera pas. Si je suis un mauvais maire ou un mauvais député, on ne m'élit pas. On parlera les hauts fonctionnaires dans notre pays. Les hauts fonctionnaires dans notre pays sont dévoués. Il y en a des très bien. Attention. En plus, je viens de la fonction publique, donc je vais pas. Mais je le pense. Nous avons une haute fonction publique honnête, dévouée, etc. Mais quand il y a un dysfonctionnement, j'imagine que soit c'est le pouvoir politique qui prend la sanction, soit c'est le responsable. Or, ça fait trop de dysfonctionnement, trop d'arrogance, trop de changements de maintien de l'ordre, d'amateurisme dans l'organisation du maintien de l'ordre. Le maintien de l'ordre, c'est une affaire sérieuse qui doit être fait avec délicatesse et avec fermeté. Ça veut dire que, attendez, et je pense que là, il y a un moment, trop c'est trop. Il y a eu l'affaire des Gilets jaunes, il y a eu l'affaire de la place de la République, il y a eu l'affaire... Voilà, il y a un moment, il faut du professionnalisme. Une question, professionnalisme. Donc ça veut dire que pour vous, Gérald Darmanin est un professionnel, mais le préfet allemand n'est pas professionnel, il doit partir. Écoutez, dans cette affaire, soit Gérald Darmanin couvre tout et devient lui-même responsable, soit il fait une enquête et à un moment se dit quand même qu'il y a des dysfonctionnements aigus qui déconsidèrent au jour le jour l'action, j'allais dire, héroïque des forces de l'ordre et de gendarmerie dans notre pays que je ne veux pas oublier. Car attention à l'amalgame, je ne veux pas le faire parce que ce qu'ils vivent est difficile. Donc je crois qu'il faut qu'on ait souvenez-vous des paroles du préfet Grimaud en 68, qui étaient exemplaires et qui a permis d'éviter le carnage. Je veux dire que nous sommes dans une société inflammable, avec une crise sociale, une division communautaire très inquiétante, des mouvements d'extrême gauche qui soufflent sur les braises. Nous avons intérêt à avoir à la tête des forces de police des gens professionnels qui ne mettent pas d'huile sur le feu et qui en même temps sont fermes. Nous avons aussi intérêt à avoir une justice qui punit davantage les délinquants parce que c'est le problème est plus judiciaire que policier. Vous parlez de l'extrême gauche, ce qu'on sait aussi à travers différentes études, c'est que l'extrême droite est très présente dans la police. 40-50% des policiers ont voté Marine Le Pen. Marine Le Pen à la précédente élection présidentielle. Je n'accepte pas d'abord, heureusement que tous les Français qui ont voté Marine Le Pen ne sont pas d'extrême droite, donc je n'accepte pas cet amalgame. Et deuxième point, attention, je n'aime pas cet amalgame, cette façon de faire. Les policiers français n'ont pas d'opinion politique. Et quand ils votent Front National, ils votent d'extrême droite. Et quand d'autres votent, et quand des enseignants votent Mélenchon, ils sont d'extrême gauche. Enfin, on va arrêter. Les Français votent ce qu'ils veulent. Nous avons une police dans l'ensemble exemplaire, travailleuse, qui est toujours accusée de tout. S'il y a des brebis galeuses, ils doivent être sanctionnés. Il faut s'interroger sur la formation, sur le commandement, sur ce qu'on a fait faire à nos policiers. Quand on ras-le-bol aussi, ils préféreraient, je peux vous assurer, nos policiers, plutôt que de surveiller des manifestations permanentes, s'occuper de traquer les délinquants, les trafiquants de drogue. De grâce, dans cette affaire, en tout cas, moi, responsable politique, je veux garder une mesure. Alors, une mesure, non, pourquoi je vous parle du vote Front National, d'une partie plus ou moins importante des policiers, c'est parce que quand on voit à travers ces images, un tabassage raciste de policiers, on se dit, ces gens-là, ils ont quelque chose à voir avec l'extrême droite. Heureusement que les électeurs Front National ne sont pas pour tabasser de manière raciste. Je déteste cet amalgame et je ne l'accepte pas. Donc je vous le dis clairement. Mais en revanche, fermeté, sanction et responsabilité à un moment des hauts fonctionnaires qui ont couvert ces actes. Parce qu'ils les ont couverts à un moment donné. Il y a donc toutes ces... Puisqu'ils n'ont pas alerté leurs supérieurs. Il faudra d'ailleurs, que M. Darmanin nous explique, puisque cette affaire a été publiée après. Moi, j'aimerais savoir, je ne suis pas à la commission des lois, je crois qu'il y vient demain. J'aimerais qu'un de mes collègues pose la question de savoir s'il y avait eu des remontées et une information du ministre. Dès le 21 novembre, vous voulez dire. Le lendemain. Vous savez, nous avons une police bien organisée en France. Donc, je voudrais savoir si M. Darmanin était au courant. Et s'il n'était pas au courant, c'est grave. Et s'il était au courant, il aurait dû sanctionner les responsables. Alors, il y a aussi la fronde autour de l'article 24 de la proposition de loi sécurité globale, une loi censée, en tout cas un article censé mieux protéger les policiers, qui est une revendication, notamment des syndicats de police. Les parlementaires ou des parlementaires, y compris de la majorité, et également le président de l'Assemblée, ont-ils eu raison de s'opposer à la mise en place d'une commission chargée de proposer une nouvelle écriture de l'article 24 ? Bien sûr, parce que M. Castex... Un article, d'ailleurs, vous n'avez pas voté, Non, je me suis abstenu sur ce projet de loi, je vais vous dire pourquoi. D'abord, je crois que M. Castex a besoin d'un peu de repos. C'est pas au rôle du gouvernement maintenant de réécrire les lois.
Vraiment, c'est stupéfiant. Donc, heureusement, le président de l'Assemblée a réagi, au nom de tous les parlementaires. Il y a une procédure. Il a bien réagi ? Oui, il a bien réagi dans ce domaine. Et moi, je me suis abstenu sur ce projet, alors que vous le savez, je suis un très grand défenseur des forces de l'ordre et de gendarmerie. D'abord, je pense, première chose, qu'il est vrai, qu'il est inacceptable que les visages de nos forces de l'ordre soient publiés sur les réseaux sociaux avec des dangers après qu'ils soient égorgés, comme ça a été le cas, vous vous souvenez, dans le passé. Et les menaces sur les familles des forces de l'ordre sont inacceptables. Mais comment on traite ces menaces ? C'est là le problème judiciaire. On peut rajouter toutes les lois de la terre. Si la justice n'est pas capable de protéger nos forces de l'ordre et de punir ceux qui les menacent, qui menacent leur famille, comme c'est le cas aujourd'hui, eh bien, on peut inventer toutes les lois, ça sert à rien. Il y a déjà des dispositions. Donc, premier point, je pense que l'enjeu est judiciaire. Il faut que la justice, à un moment, protège nos forces de l'ordre. Premier point, dans leur vie de famille. Et soit intraitable, mais avec des peines fermes, définitives, pour ceux qui menacent nos forces de l'ordre et leurs enfants et leurs familles. Deuxième point, qu'on trouve une solution pour le floutage des visages, pourquoi pas. Mais cet article 24, dès le départ, était mal ficelé. Alors justement, donc je demande, tout simplement, puisqu'il y a une navette parlementaire, ça va partir au Sénat, eh bien qu'on revoie l'article 24 sur des bases claires. Attendez, la question. C'est tout. Laissez-moi vous poser la question. Est-ce qu'on doit revoir l'article 24 ou il faut carrément, il faut le maintenir ou il faut le retirer, cet article 24 ? Mais il faut le revoir. L'idée donc vous de dites départ, pas le retirer. Hein. Il faut le revoir. Alors vous pouvez dire le retirer, le réécrire, si ça fait plaisir. Donc la commission, elle peut servir à quelque chose. Mais non, mais la commission, c'est pas à la commission de faire ça. Il y a des parlementaires. Il y a une procédure. Ça a été voté. La majorité l'a voté. Moi, je me suis abstenu. Moi qui suis grand défenseur des forces de l'ordre, je me suis abstenu. Donc, parce que j'ai vu qu'il était mal écrit. Voilà, moi je suis Si les parlementaires, je fais une parenthèse. Et ça, c'est pas lié à En Marche. C'était pareil quand c'était Sarkozy au pouvoir, quand c'était Chirac, quand c'était Mitterrand. Si les parlementaires des majorités se prononçaient un jour sur les propositions de loi en fonction de leur intelligence et pas en fonction des ordres, on aurait moins de conneries dans le pays. Alors, je fais une parenthèse. Ouais. Moi qui étais pour ce projet de loi, je me suis abstenu parce que j'ai vu que c'était n'importe quoi. Si les parlementaires En Marche avaient fait la même chose, il n'y aurait pas eu tout ce désordre. Il y a eu un certain nombre de parlementaires En Marche qui ont voté contre. Arrêtez. Attendez, je finis mon raisonnement. Il a été voté. Maintenant, il part au Sénat. Et puis après, il reviendra devant l'Assemblée. Eh bien, j'espère que la raison reviendra. Qu'on réécrira cet article de manière à protéger nos forces de l'ordre sans mettre en cause la liberté d'information qui est une condition de la démocratie. Alors, comment le gouvernement peut sortir de ce guêpier ? On nous parle d'une réforme de l'IGPN ou voire de la nomination d'un haut commissaire. Est-ce que vous en pensez quoi ? Et est-ce que vous considérez qu'on est en pleine crise politique ? Écoutez, le mot crise politique, on est en pleine crise de confiance. C'est ça qui est grave. Moi, je pense que la seule façon, c'est pas de nommer un monsieur ceci, une commission cela. Je crois que c'est Clémenceau qui disait que la meilleure façon d'enterrer un problème, c'est de créer une commission. Ou je sais plus qui disait ça. Qu'importe. En tout cas, c'est pas ça. L'enjeu, c'est qu'il y ait une parole claire. D'abord, qu'il y ait un cap, qu'il y ait une justice, un ordre juste. Le désordre, injuste. Voilà ce qu'on vit dans le pays. Le désordre et l'injustice. Il faut qu'il y ait un cap, il faut que le ministre de l'Intérieur reprenne ses esprits, il faut que le président de la République recadre son Premier ministre, il faut qu'on ait du bon sens. Pour dire quoi ? Recadre son Premier ministre pour dire quoi ? Lui expliquer ce que c'est qu'un Parlement. Voilà, c'est tout. Il n'est pas à la hauteur, le Premier ministre ? Écoutez, je trouve qu'il déraille beaucoup en ce moment. Maintenant, il a une actualité chargée. Je veux pas accabler l'homme parce que le vrai patron, c'est Emmanuel Macron. C'est lui qui a toutes les fautes de son côté ? C'est lui qui a changé Édouard Philippe. Qui a mis Pourquoi il vous plaisait, Édouard Philippe ? Non, mais c'est pas qu'il me plaisait. On a entendu beaucoup de critiques de votre part. Mais bien sûr, mais on peut critiquer la politique de quelqu'un sans s'attaquer aux hommes. Et je n'ai jamais attaqué les personnes. Donc, je ne veux pas en dire plus sur le Premier ministre. Le président de la République a choisi le Premier ministre, tout le monde le sait, pour pas qu'il lui fasse d'ombre. Ça, il ne lui fait pas d'ombre, il crée des problèmes. Bon, maintenant, on va pas accabler le Premier ministre, il fait ce qu'il peut, et ça doit pas être facile. En attendant, il y a un patron, c'est le président de la République, qui se mêle de tout, qui se mêle de remettre de l'ordre, d'avoir une parole claire, de soutenir les forces de police, parce qu'elles méritent d'être soutenues dans 99% des cas. Et je ne voudrais pas que la vague anti-police aboutisse à la destruction de l'État républicain. Et puis,
d'être impitoyable envers ceux qui ont couvert ces actes. Voilà. Alors, Emmanuel Macron... Et une justice et une réforme de la justice, ça c'est beaucoup plus important, pour qu'il y ait des peines planchées pour les récidivistes et pour ceux qui agressent les forces de l'ordre. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Angleterre, vous êtes dans n'importe quel pays. Vous avez des forces de l'ordre qui se promènent seuls dans leur voiture, seuls. Parce que si un délinquant lève un doigt sur une force de l'ordre aux États-Unis, il prend perpétuité ou du moins beaucoup d'années de prison. Alors, en France, non mais je veux vous le dire, ouais. Vous savez ce qui se passe en France? J'ai eu un policier municipal qui a failli mourir. 6 mois avec sursis pour les agresseurs de policiers. Donc le problème de fond dans notre pays, c'est un problème de justice. Alors, on passe à un autre sujet. Emmanuel Macron a rendu hommage jeudi, au nom de la nation, au grand résistant Daniel Cordier, ce compagnon de la Libération, qui fut le secrétaire de Jean Moulin. C'est quoi l'esprit de résistance aujourd'hui? Puisque, donc, on parle de résistance. C'est quoi l'esprit de résistance aujourd'hui, Nicolas Dupont-Aignan? C'est d'être libre dans sa tête, premièrement. Parce que si ces êtres exceptionnels ont pris leurs responsabilités à un moment, c'est parce qu'ils étaient libres dans leur tête, ils refusaient le conformisme. C'est d'être courageux. C'est parfois d'être un peu seul dans le système, si je puis dire. Et puis, c'est aussi, et c'est ce qui était intéressant chez Cordier et les autres, c'est qu'au-delà des clivages politiques, ils venaient l'un de l'Action française, l'autre des communistes, l'autre... Ils avaient une certaine idée de la France, et ça, pour moi, être gaulliste, c'est-à-dire qu'ils avaient les idées claires sur ce qu'était la France. C'est-à-dire une exception française, un idéal. Et c'est ce qui est perdu aujourd'hui. Et en tout cas, modestement, c'est ce que j'essaye de défendre. Alors, pourquoi cette question? Pour parler de l'actualité. Est-ce que le président fait-il preuve d'esprit de résistance face à la crise du Covid? Le Covid, n'a rien à voir avec... beaucoup nous disent on est en guerre. Oui, justement, je pense que tout ça est très excessif. Très excessif. D'abord, ce serait une insulte des parents qui ont connu la guerre. Ce serait vraiment une insulte. Mais c'est une guerre contre une épidémie. Oui, enfin, excusez-moi. Dans le monde entier. Écoutez, mais je dis pas que c'est du même ordre, mais voilà. Non, mais attendez, vraiment. Ce serait une insulte pour les résistants. Et pour tout. Non, mais voilà. Il y a une bataille contre cette voilà. Ne mélangeons pas tout. Ça n'a rien à voir. Allons-y. Donc, tout ça n'a rien à voir. Ce qu'il y a à voir, c'est qu'il y a une épidémie où, depuis le début, et vous pouvez reprendre mes vidéos depuis le 26 janvier, j'alerte, sur sa gravité. Je ne suis pas de ceux qui nient l'épidémie. C'est pas une grippette, c'est grave. 2, sur les moyens de la surmonter sans tuer le pays comme on fait aujourd'hui, comme on a fait par désorganisation. Nous avons un des pires résultats dans le monde. Plus de 750 morts par million d'habitants. Nous sommes dans les 10 plus mauvais pays. Et je remarque que ceux qui ont suivi des mesures intelligentes, de bon sens, ont des résultats en termes de victimes, 4 fois pour l'Allemagne inférieure, 40 fois inférieur pour le Japon, mais on n'est pas asiatique, on n'est pas le Japon, donc je pense que ce n'est pas adaptable. Mais en tout cas, si on avait suivi en tout cas les propositions que j'ai faites dès fin janvier sur les masques, on m'a ridiculisé parce que j'ai porté un masque à l'Assemblée. On m'a ridiculisé, on a dit que je faisais l'intéressant. Sur les masques, sur les tests. Dès fin février, j'ai demandé qu'on teste. Sur les lits de réanimation, j'ai demandé qu'on rouvre le Val-de-Grâce, qu'on rouvre des hôpitaux. Vous savez sur la liberté de prescription des médecins. Vous savez qu'en ce qui concerne les lits de réanimation, on peut ouvrir des lits de réanimation. Il faut du personnel. Et c'est pas en 6 mois qu'on fabrique un médecin réanimateur. C'est sûr. Il faut 10 ans. Non, bien évidemment. Mais en revanche, vous savez combien il y a d'infirmières dans notre pays? J'étais sidéré, d'ailleurs, je ne croyais pas ce chiffre quand je l'ai vu. Et je me suis dit, c'est une fake news. Donc j'ai vérifié. Il y a 180 000 infirmières ou infirmiers qui ont quitté leur poste, qui ont choisi un autre métier dans notre pays. Il y a chaque année plusieurs milliers, je crois que c'est même plus de dizaines de milliers, d'infirmières qui partent en retraite. Ce que j'ai proposé, et je suis sûr qu'on aurait pu en ramasser au moins quelques milliers pour nous aider, c'est qu'on donne une forte prime mensuelle à celles et ceux qui accepteraient de donner 6 mois pour leur pays pour surmonter la crise sanitaire. Je ne dis pas qu'on peut doubler la capacité de réanimation. Mais il faut les former. Ça. Il faut savoir qu'il faut les former. Pareil. Non, mais il y a des infirmières réanimateurs de services de réanimation qui viennent de partir en retraite. Vous avez des gens qui ont des compétences et qui, d'ailleurs, pendant la première vague, certains sont revenus aider. Et j'avais demandé au gouvernement dès fin mars de mettre en place une forte prime pour aider, faire revenir et inciter à revenir. Il y a 34 000 postes d'infirmières non pourvus à l'hôpital parce qu'elles sont mal payées, mal considérées, maltraitées, désorganisées. Donc, je le dis, on pouvait
pas tout faire, mais on pouvait déjà prendre de bons axes. Ça n'a pas été fait, on l'a payé très cher. Et on le paye d'autant plus cher qu'on aboutit à un confinement qui a des effets contre-productifs et pervers colossaux. On va parler du confinement. Donc je voudrais, pour pas parler du passé, qu'on évite le 3e. D'accord. Et pour éviter le 3e, il y a des mesures à prendre qui ne sont pas prises. Et je peux vous en parler si vous me posez la question. Alors d'abord, une question, Jean-Pierre Raffarin, il était là ce matin l'invité de Radio J et il a dit qu'il fallait être soudé derrière notre président du fait de ce contexte de crise sanitaire. Est-ce que ce n'est pas ça aussi faire preuve d'esprit de résistance, Nicolas? Non, excusez-moi, moi je suis soudé derrière le président si j'estime que le président prend les bonnes mesures et qu'il a des bons résultats. Mais quand on a des pires résultats du monde, et qu'en plus on n'en tire pas les leçons... Tous les experts ne disent pas ça, qu'on a les pires résultats du monde. Tous les experts, regardez le journal Le Monde qui n'est pas de mon bord, regardez la liste, vous verrez, et regardez la liste des pays et le nombre de morts par habitant. Pourquoi la Pologne fait beaucoup mieux que nous? Pourquoi la Grèce fait beaucoup mieux que nous? Pourquoi le Portugal fait beaucoup mieux que nous? Pourquoi... Enfin, il y a un moment, il faut revenir sur Terre. Sans parler des désastres économiques et sociaux, parce que comme on n'a pas pris les bonnes mesures, on a un confinement plus dur et ça nous coûte beaucoup plus cher. Juste, je reviens. Je vais vous donner un exemple très précis. Depuis fin mars, je demande au gouvernement d'envoyer des masques FFP2, vous savez, c'est les masques très protecteurs à bec de canard, à nos personnes âgées et dans les EHPAD, pour que les gens fragiles puissent quand même sortir, faire leurs courses, voir peut-être leurs petits-enfants, sans danger. On me dit que c'est pas possible. Je l'ai proposé, il y a eu 10 réunions interministérielles. J'ai participé aux 10. Je suis un des seuls. Les autres se font remplacer, moi j'ai participé aux 10. Je vois que Madame Merkel envoie à 27 millions d'Allemands un lot de 15 masques FFP2 aux Allemands fragiles et âgés. C'est la meilleure formule, ça vaut tous les confinements. Pourquoi ce que fait Madame Merkel, ce qu'elle a fait sur les tests, ce qu'elle fait sur les masques, ce qu'ils ont fait sur les lits de réanimation, 3 fois plus de lits de réanimation en Allemagne, pourquoi ce qu'on a fait dans d'autres pays, au Maroc, sur la liberté de prescription du protocole Raoult, pourquoi c'est interdit en France? Vous croyez toujours que le protocole Raoult, ça marche? Tout le monde dit que ça pas tout le monde. Si, tout le monde dit que non. Tous les scientifiques disent que ça ne marche pas. C'est faux. Tous les scientifiques le disent. C'est faux. Tous. C'est faux. Pas tous. Sauf le professeur Raoult. Non. Et ceux qui sont autour de lui sont le clan autour de lui. Tout le monde dit que c'est faux, ça marche pas. Les autres, c'est pas un clan qui sont payés par Gilead, qui ont fait acheter pour des milliards de remdesivir. Toutes les études internationales scientifiques disent que ça ne fonctionne pas. Il y a encore des études qui montrent. En tout cas, moi, je vois la situation au Maroc. Je vois la situation au Sénégal. Je vois la situation en Inde, où ils appliquent le protocole. Ça ne veut pas dire de l'appliquer systématiquement. Monsieur Dupont, je suis désolé, mais vous dites n'importe quoi. Je le dis. Je vais vous dire une chose. Soyons précis là-dessus. Ouais. Je n'ai jamais dit qu'il fallait le mettre systématiquement. Je ne suis pas médecin. Je dis simplement que monsieur Véran a interdit le protocole Raoult au lendemain de l'étude Lancet. Vous vous souvenez de l'étude Lancet, qui disait que c'était très dangereux. Cette étude s'est avérée être une escroquerie. Ce que disent le directeur de l'étude Lancet s'est excusé devant la communauté internationale d'avoir publié une étude fausse, visant à démolir le protocole Raoult. Et si je peux finir, toutes les études internationales disent que ce protocole ne fonctionne pas. Vous pouvez le dire, je maintiens. Le protocole Raoult a été interdit en France à la lumière d'une étude fausse. J'ai demandé au ministre de la Santé pourquoi on ne rétablissait pas la liberté de prescription des médecins, qui n'a jamais été mise en cause dans notre pays, et pourquoi on ne pouvait pas prescrire un médicament qui a été utilisé 70 ans et qui est moins dangereux que le Doliprane. Après, je ne vous dis pas, je vais être précis avec vous, parce que moi je suis raisonnable. Après, je ne vous dis pas qu'il est systématiquement positif. Il faut le prendre très tôt, et c'est aux médecins d'apprécier. Mais je peux vous dire qu'il y a des milliers de médecins en France qui le prescrivent, heureusement, et que ça a sauvé beaucoup de vies, et que ça en sauve au Maroc et dans d'autres pays. Je peux vous dire que c'est faux en fonction des études qui ont été publiées. Mais j'ai encore le droit, avec des milliers de médecins français, des dizaines de milliers, de vous dire qu'il y a une volonté d'interdire ce médicament qui n'est pas coûteux et qui a pu jouer un rôle positif. Et qui ne fonctionne pas avec cette plainte du Conseil de l'Ordre contre le professeur Raoult. Écoutez, chacun son point de vue. Non, c'est pas un point de vue, c'est encore la liberté. Non, monsieur Aziza, il n'y a pas de vérité révélée. Ceux que vous suivez nous ont vendu le Remdesivir de Gilead, sont dans le conflit d'intérêts et ne voulaient pas qu'il y ait ce médicament pas cher à disposition. Alors, et je maintiens ce que je dis. Donc, stratégie vaccinale du gouvernement maintenant. D'ailleurs, si vous aviez le Covid, est-ce que auparavant vous préfériez vous faire vacciner ou être soigné par le protocole du professeur Raoult? Non, j'irai voir un médecin. Je ne suis pas médecin et je lui demanderai
ce qu'il y a à disposition. Et s'il y a le choix entre le Doliprane et laisser pourrir la situation pour me retrouver en réanimation et de tenter le protocole Raoult, je le ferai comme beaucoup de responsables politiques l'ont fait, Madame Boyer et tant d'autres, et qui s'en sont sortis. Qui seraient sortis sans le protocole Raoult. Peut-être. Ce que disent les scientifiques. En attendant, quand vous avez le choix, et je peux vous dire que tous ceux qui s'opposent à ce protocole sont les premiers à aller courir le faire quand ils sont malades. Je sais pas. En tout cas, stratégie vaccinale. Qu'est-ce que vous attendez? C'est un sujet grave. Gouvernement, attendez une précision. Oui. Une stratégie au sein d'un accord au sein de l'Union. La Commissaire européenne à la santé affirme aujourd'hui dans le JDD, vous me direz si vous le croyez ou pas, que les Européens auront tous accès en même temps au vaccin et que la France n'est pas en retard. Est-ce que ça vous satisfait ou est-ce que vous en doutez? Premièrement, je maintiens que avant que tout le monde soit vacciné, si tant est que tout le monde soit vaccinable et que le vaccin soit efficace, il reste encore une bonne année. Donc j'aimerais, et ça je le dis solennellement, j'aimerais qu'on ne fasse pas une fixation sur le vaccin et qu'on ne prenne pas les mesures barrières qu'il faut maintenir, porter le masque et augmenter les lits de réanimation, j'aimerais qu'on le fasse, avoir la fameuse liberté de prescription, et dernier point, on n'en a pas parlé, exiger un test négatif à l'entrée en France, même pour les citoyens européens, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Nous sommes l'un des seuls pays, je crois qu'Israël exige le test négatif, nous sommes le seul pays au monde qui est ouvert à tout vent, c'est une folie. Bon, ça déjà on fait ça avant le vaccin, parce que le temps de vacciner toute la population, si tant est que ça se fasse, je veux éviter une troisième vague, moi, parce que le pays ne s'en remettra pas. Donc, l'enjeu, c'est d'être prudent et concret. Ni confinement, et il n'y a pas de vaccin tout de suite. Deuxième point, sur le vaccin. Je suis très surpris de cet emballement. Moi, j'ai lu le représentant de l'Institut Pasteur, j'ai lu dans le Figaro, monsieur Lelièvre, qui est patron de Mondor et membre du comité national des vaccins de la Haute Autorité de Santé, donc qui est dans l'autorité, et il dit quoi ? Il dit quoi ? C'est écrit, vous retrouvez l'article du Figaro de cette semaine. Il dit, aujourd'hui, nous ne savons pas si ces vaccins sont efficaces et nous ne savons pas s'ils n'ont pas d'effets secondaires importants. Il le dit, il l'écrit. Et donc, je m'en tiens à ça. Donc moi, au jour d'aujourd'hui, je serai ministre de la Santé. Je dirais, j'attends des études, car les communiqués de presse de boursicoteurs, c'est-à-dire faits pour faire monter les cours de bourse, on a vu ce que ça donnait avec Gilead et le Remdesivir, j'attends de savoir ce qu'il en est. Si on a un vaccin sûr, efficace, sans effet contradictoire, eh ben pourquoi pas ? Si en revanche, on nous bourre la tête avec un vaccin qui peut être dangereux, eh bien je dis danger, je n'en sais rien. Et donc quand je ne sais pas quelque chose, j'attends. J'attends de lire, de voir, je fais confiance aux autorités sanitaires, au comité des vaccinations de mon pays, mais je dis aux Français, attention, il n'y a pas d'un côté le confinement où on souffre et de l'autre le vaccin miraculeux. Il y a un chemin de crête qui est de mesures prudence et de réapprendre à vivre avec le virus, de ressortir, de refaire marcher l'économie, d'arrêter ce délire d'enfermement, ce délire bureaucratique, ce délire où on nous met la tête au carré avec des mesures stupides. Il y a en revanche de prendre les bonnes mesures de santé publique pour faire comme dans les pays asiatiques ou comme dans certains pays d'Europe, vivre avec le virus, le contenir, nous protéger, les plus fragiles, et s'il y a le vaccin, ça sera la bonne nouvelle, mais je vais vous le dire, faut être franc avec les Français, il faut pas raconter d'histoire comme on a raconté depuis tout le début. Le vaccin, s'il existe, et un vaccin sur un coronavirus, tous les immunologues vous diront bon courage. Donc moi j'attends. Mais est-ce que ça veut dire que là on est dans la folie vaccin. Emmanuel Macron comme Jean Castex et Olivier Véran disent on pourra sans doute vacciner les gens vulnérables, les personnes soignantes fin décembre, début janvier. Bah écoutez, vous dites banco ou pas ? Je ne dis pas banco, moi, aujourd'hui, compte tenu de l'état des connaissances que j'ai. Mais je n'ai pas peut-être... Non, oui. Je ne vais pas sur le vaccin. Si le vaccin est sûr, je m'en réjouirai. Si le vaccin est une illusion de financière pour faire monter le cours de bourse de Pfizer et de Moderna, je dis que c'est pas une politique de santé publique. Donc, c'est normal que le gouvernement se prépare. Parce que s'il ne se préparait pas, on lui reprochait de pas s'être préparé. Alors, je ne vais pas faire double procès. Mais moi, personnellement, vous me demandez mon avis de responsable politique, je n'en sais rien aujourd'hui. Et je crois que beaucoup de Français ont raison, pour l'instant, d'être un peu méfiants. Donc, depuis hier, les commerces dits non essentiels ont donc rouvert. Les lieux de culte aussi peuvent ouvrir leurs portes. Et puis, il y a eu cette ordonnance, cette décision du Conseil d'État
qui ordonne au gouvernement de revoir d'ici 3 jours sa décision relative à la jauge dans les lieux de culte. Jauge de 30 personnes. Vous dites, ça fait des semaines que je demande qu'on arrête avec ces mesures stupides. Vous pensez à quelles mesures stupides ? Eh bien, la limitation à 30 personnes dans un lieu de culte est complètement débile parce que vous pouvez avoir une chapelle où 30 personnes c'est trop et vous pouvez avoir une cathédrale où 30 personnes c'est grotesque. Donc, mais je me demande, vraiment, je vous assure, j'étais hier dans ma circonscription avec mes concitoyens, ils se demandent si on est gouverné par des gens qui ont eu un problème psychologique ou qui ne savent plus ce qu'est la réalité de la vie. Ça veut dire quoi, qui ont un problème psychologique ? Mais parce que les mesures, est-ce que vous vous rendez compte ? Ça veut dire qu'on est gouverné par des fous ? Par des gens qui sont hors sol. Hors sol ? Hors sol. Et vous pensez à qui est hors sol ? Ceux qui prennent des décisions, le président de la République, son conseil de défense, le Premier ministre. Enfin, est-ce que vous vous rendez compte du discrédit ? Et c'est grave, parce que moi, vous savez, je me réjouirais que si le président avait pris des bonnes mesures, comme Madame Merkel, sereine, calme, voilà, sans punir les Français. Pourtant, les Français ont l'air satisfaits des décisions qui ont été annoncées. Écoutez, si les Français sont contents, c'est qu'ils sont masochistes. En tout cas, moi, je vais vous dire une chose. On a un très mauvais résultat. On a une des pires chutes économiques. On a des problèmes sociaux absolument délirants. Et on n'arrive pas à contenir l'épidémie. Avouez que comme bilan, c'est quand même pas terrible. Moi, je demande qu'on prenne des mesures et j'ai proposé un plan B. J'ai proposé 9 mesures. Ils sont sur mon site internet de Debout la France. On a bossé avec des scientifiques, avec les meilleurs spécialistes. Je travaille avec eux depuis des semaines, des mois. Je comprends pas ce qui se passe. Donc, ce que demandent les Français, c'est quoi ? C'est du bon sens. Du bon sens. Et surtout, je vais vous dire, je crois que tout ça vient, j'ai essayé de réfléchir, parce que pourquoi le président prend de si mauvaises mesures et quel est son intérêt ? Je crois qu'en fait, ces gens... C'est calculé ? Il prend de mauvaises mesures ? Justement. Ah bon, alors je m'interroge. Ouais. Je crois qu'il y a beaucoup de Français qui s'interrogent. Et bien moi, je pense qu'il y a une sorte de complexe de supériorité de l'appareil d'État qui traite les Français en enfants. En gamins immatures. Or, les Français sont pas idiots et on ne lutte contre une épidémie qu'avec le corps social. On peut pas vaincre une épidémie par une décision technocratique qui n'est pas comprise par la base, et on ne peut vaincre une épidémie que si on apprend aux Français les comportements à risque, qu'est-ce qu'il faut faire, et que si chacun se l'approprie. Et je vais vous donner un exemple. Je vois à la télévision un horrible clip où on voit un petit-fils embrasser sa grand-mère en lui disant c'est pas bien, et après on voit la pauvre grand-mère qui est en train de mourir dans un lit de réanimation. C'est arrivé des milliers de fois. C'est stupide. Ouais. Pardonnez-moi, c'est complètement stupide. Et je vais vous dire pourquoi. C'est pas ce que disent les médecins. Les médecins ils disent qu'ils vont. Ni les infectiologues, ni les spécialistes. Ils ont dit suffisamment de conneries depuis le début. Contradictoires pour ça. Ils le disent. Ils connaissent leur dossier. En tout cas, ils connaissent pas l'âme humaine. Peut-être ceux-là. Et la psychologie. À quoi ça sert de faire peur aux Français comme ça ? Moi, j'aurais fait plutôt des campagnes de communication sur pourquoi il faut se laver les mains 30 secondes et pas 10 secondes. Mais ça a été dit. Pourquoi il faut... Non, mais des vraies campagnes où on apprend aux gens. Pourquoi il faut un masque à l'intérieur des transports en commun, parce que je vois encore des gens qui les mettent pas dans les bus et que personne leur dit rien. Pourquoi un masque FFP2 est plus protecteur pour une personne âgée. Pourquoi on peut agir différemment et vivre. Parce qu'un pays qui a peur de tout, à qui on montre à la télévision tous les soirs des images atroces, devient complètement paralysé. La peur n'a jamais permis de vaincre un danger. Alors, la peur anesthésie le corps social. Et moi, j'ai confiance dans les Français. Et je propose aux Français une autre politique pour vaincre le virus et d'une manière générale pour affronter les défis de demain. Ils ont besoin d'un État qui ne les prend pas comme des enfants. On a besoin de dirigeants qui nous respectent. Et si on nous respecte, on fera le meilleur. Et vous verrez que le comportement changera. Vous avez l'impression que le président, le Premier ministre et son gouvernement ne respectent pas les Français ? Non, ils ne nous respectent pas, ils nous infantilisent, ils nous ont mis une muselière et ils considèrent les Français comme des enfants irrespectueux. Et on ne gagne jamais un combat quand on ne fait pas confiance à ceux qui le mènent. Ça ne veut pas dire qu'on ne dit pas des choses franchement. Mais dire des choses franchement, ce n'est pas assister les gens, c'est les responsabiliser. Et Clémenceau a gagné la bataille en 1817 en allant dans les tranchées et en changeant de comportement face à tous les nuls qui avaient fait des centaines de milliers de morts par leurs offensives stupides. Donc on a de mauvais généraux, il y a une bataille à mener, c'est pas la guerre, il faut pas comparer la guerre, c'est une bataille, c'est une bataille. Il y a d'autres batailles qui se mènent. Moi je remarque que la Chine est en train de nous écraser économiquement, que l'Occident est en train
de perdre la bataille économique parce qu'elle réagit par la peur, l'excitation, une mauvaise politique, et que les pays qui affrontent le virus sans avoir peur, sans tout confiner, s'en sortent maintenant mieux que les autres. Alors, prudence. Parce que je n'aime pas les complotistes qui disent qu'il n'y a pas de virus, ça c'est pas vrai. Il y a un virus. Prudence. Le documentaire Hold Up, par exemple, c'est pas Mais votre excessif. Mais bien sûr, il y a un grand complot qui mettrait un virus excessif. Mais en revanche, est-ce qu'on peut pas agir en adulte face à un péril ? C'est la seule solution pour s'en sortir. Alors, on passe à la dernière partie de cette émission, ça vous concerne, ça concerne votre activité, c'est-à-dire votre parti Debout la France, avec des démissions en cascade au sein de Debout la France, dont celui de votre ex-porte-parole Jean-Philippe Tanguy, de la vice-présidente Anne-Sophie Frigou, de votre directeur de la communication Alexandre Loubet, et également du délégué national Damien Toumy. 4 personnes. Oui, certains y voient le début de la fin de Debout la France. Et de son chef, c'est-à-dire vous, qu'est-ce que vous leur répondez ? Je sais que ça les réjouit, mais je vous dis. Je vous pose une question en fonction de ce qui a été rapporté par la presse, notamment. La presse, c'est... Et par vos ex-compagnons de route. Oui, 4 personnes sur 800 cadres. Des dirigeants. 4 dirigeants sur 800 cadres. 800. On dit le porte-parole, mais il y en avait plusieurs. Damien Lempereur, Benjamin Cauchy, qui sont toujours là. La vice-présidente, il y en a plusieurs. J'ai un député qui est arrivé du Pas-de-Calais, José Évrard, personne n'en a jamais parlé dans la presse, et qui vient nous soutenir. Des conseillers régionaux qui sont arrivés, personne n'en parle jamais. Donc, c'est quoi, on cherche à vous déstabiliser ? Oui. On cherche à vous déstabiliser ? Bien sûr. Je vous ai interrompu, vous disiez tempête dans un verre d'eau ? Oui, tempête dans un verre d'eau. Mais vraiment, c'est du délire. Mais en revanche, volonté de déstabilisation. Oui, je vais vous dire pourquoi. Ouais. Des volontés de déstabilisation. Oui, et je vais vous dire pourquoi. Parce que ces personnes sont parties, ces 4 personnes, alors il y en aura 2 ou 3 autres, ça fera 8, je crois, au maximum, sur 800. 800 cadres, 12 000 adhérents, donc il faut relativiser. Pourquoi ? Parce que les instances de mon mouvement, le 25 septembre, on a eu un conseil national. Le 26 septembre, j'ai annoncé ma candidature à la présidence de la République. Pourquoi ? Parce que le Conseil national a décidé démocratiquement, et à l'époque, ces gens n'ont rien dit, même pas élevé la voix. Ils étaient pour. A décidé d'avoir une candidature présidentielle indépendante, gaulliste, patriote, humaniste, républicaine, à la présidentielle. Et que les sondages sont pas si mauvais. Quand en 2016, je me suis présenté, on me mettait 0,5 dans les sondages. Si on avait pu créer moins 0,5 ou moins 2, on l'aurait fait. J'ai fait un modeste score de 4,7. Aujourd'hui, nous avons tous les sondages, les 4 sondages qui sont sortis depuis le mois de juillet. Le dernier de l'IFOP me donne entre 5,5 et 8. Et donc, qu'est-ce que vous tirez comme conclusion de ça ? Je pense que Marine Le Pen, tout simplement, n'est pas très contente de voir émerger quelqu'un qui est apprécié dans son parti, qui est apprécié aux Républicains. Le dernier sondage Harris d'hier soir me met 43% de popularité, autant chez les Républicains que chez le Rassemblement National. Je suis la seule personnalité qui mord, si je puis dire, sur l'électorat des deux, parce que les gens se souviennent de ce que j'ai fait en 2017 et se souviennent de ce que je veux pour mon pays, c'est-à-dire de rassembler tous les patriotes républicains, gaullistes, sur une ligne sérieuse, économiquement sérieuse. Ça veut dire que derrière tout ça, il y a Marine Le Pen ? Oui, il y a Marine Le Pen qui s'est fâchée avec Marion Maréchal, qui s'est fâchée avec Philippot, et qui fait des crocs en jambes de bas niveau sur le seul qui l'avait soutenu au second tour. Sur vous ? Bien sûr. Crocs en jambes de bas niveau de la part de Marine Le Pen ? Oui, j'assume. Mais c'est son choix. Je lui avais proposé une primaire ouverte. Et j'avais proposé cette idée d'une primaire ouverte parce que je considère, et je considère toujours, que si on veut battre Macron, il faut un candidat sérieux, capable de le battre. J'ai pas dit obligatoirement que c'était moi, j'avais dit, faisons une primaire ouverte, Monsieur Retailleau pourrait y participer, Monsieur Wauquiez, Monsieur Philippot, Madame Le Pen, votre serviteur, le général de Villiers, Éric Zemmour, Onfray, qui vous voulez. Et puis les patriotes et républicains qui veulent une autre ligne, auraient choisi l'électorat, les millions de Français qui nous aiment bien. Madame Le Pen a refusé. J'ai jamais compris pourquoi, parce que je ne comprends pas pourquoi elle a tant peur de son propre électorat. Mais ça veut dire derrière qu'elle veut le monopole. Et moi, je vous le dis très clairement. Le monopole de quoi ? Le monopole de l'opposition à Macron, parce que comme ça, on est sûr que Macron sera réélu. Pourquoi Emmanuel Macron a besoin de Marine Le Pen ? Parce que c'est son assurance-vie. J'ai été le plus loyal de tous. Je l'ai soutenu au second tour. On ne peut pas dire que je l'ai fait, le boulot. J'ai vu le désastre du débat.
Je ne veux pas revoir ça. Ça veut dire qu'en 2022, si elle est au second tour... Je veux être au second tour. Si elle est au second tour, vous ne la soutiendrez pas. Je veux être au second tour. Non, mais la question, mais vous ne la soutiendrez plus. Je ne me prépose pas, justement, non, mais je ne veux pas rentrer. Je ne veux pas rentrer dans ce scénario parce que je fais tout pour qu'il n'y ait pas ce scénario. Et vous voulez que je vous dise quelque chose qui va vous surprendre. Je pense que, d'abord, il y a 80% des Français qui ne veulent pas de ce duel Macron-Le Pen. Et je pense, au fond de moi-même, que ni l'un ni l'autre ne seront au second tour. Je pense qu'on est à 18 mois de l'élection présidentielle, que les Français veulent autre chose. Libre à moi, avec ceux qui m'aiment et qui me soutiennent, et qui sont quand même quelques millions, vu les sondages, de proposer une autre voie. Cette autre voie, je la propose. Nous avons un projet sérieux, économiquement notamment. Parce qu'on ne gagnera pas face à Macron si on n'a pas un projet solide. Et ça plaît pas à quelques personnes qui préfèrent soutenir Marine Le Pen maintenant, mais libre à elle. Est-ce que c'est juste de considérer qu'après avoir soutenu Marine Le Pen au second tour de la présidentielle, vous avez décidé de retourner au bercail, c'est-à-dire chez LR? Non, c'est pas juste. Les LR ont failli parce qu'ils ont oublié leur électorat, qui est parti pour une partie à Debout la France, 4-5% des voix, pour une autre partie au Front National. Les LR acceptent toujours des traités européens. Ou chez Emmanuel Macron aussi. Ou chez Emmanuel Macron, vous avez tout à fait raison. Tout à fait raison. Beaucoup, d'ailleurs. Et qui iront voter dès le premier tour Emmanuel Macron. Donc, je pense que les LR n'ont pas clarifié leur position sur l'Union européenne. Je pense qu'il faut revoir le fonctionnement de l'Union pour contrôler nos frontières, produire en France, redresser le pays. Ça ne veut pas dire quitter l'Europe, ça veut dire revoir les traités. Je propose ce projet. Maintenant, on est encore en liberté dans le pays. Il y a des Français qui me soutiennent, eh bien j'irai au bout, parce que je pense que la vie politique française a besoin de sortir de ce duel réducteur, Macron-Le Pen, Le Pen-Macron. On a besoin d'autre chose. En tout cas, moi je le ressens comme ça. Et je fais un appel aux Républicains comme aux gens du Front National qui veulent sortir de ce duel mortifère. Vous dites on est encore... Qui fera réélire Macron. Hein. Vous dites on est encore en liberté dans ce pays. Je vous cite cette phrase. C'est l'évêque de Bayonne, Marc Hayet, qui a dénoncé vendredi, je crois, une dictature sanitaire qui devient dictature tout court. Il a raison ou pas? Oui. Dictature alors, sanitaire. Dictature, le mot est peut-être peut-être fort. Je dirais un esprit autoritaire. Faisons les mots, un esprit autoritaire malsain qui prive les Français de leur liberté de jugement. Et c'est ça qui est le plus grave. Et moi, je dis à mes concitoyens qui m'écoutent, retrouvez en votre fort intérieur votre liberté de pensée, de jugement. Il y a une espèce de chape de plomb dans la société française qui est terrible et qui est malsaine et qui ne se retrouve pas dans d'autres pays. Regardez les débats en Allemagne, les débats en Angleterre, les débats aux États-Unis. Il y a beaucoup plus de liberté. Il y a une sorte de pensée unique qui tue la France. Vous ne sentez pas libre en France? Je me sens, je pense qu'il y a une tentation autoritaire. Et qu'il faut y mettre fin dès 2022. C'est le sens de mon combat politique aussi. Et au-delà de ça, cher monsieur Aziza, je pense qu'il faut gouverner par le référendum davantage, que les Français ont besoin d'être davantage consultés. Sur l'immigration, ils ne sont jamais consultés, sur l'économie, sur l'école. Moi, je veux des référendums pour redonner de la vie à la démocratie française. On arrive à la fin de cette émission. Et là, vous verrez que les Français retrouveront confiance, s'ils sont acteurs de leur destin. En Suisse, ils le sont beaucoup plus. Hein. On arrive à la fin de cette émission. Oui. Est-ce que réellement, vous pensez qu'un jour vous serez président de la République et éventuellement 2022? Je n'en sais rien. J'ai un projet pour mon pays. J'aime mon pays. Et je pense que dans l'histoire de France, il y a eu toujours de grandes surprises et qu'à un moment peut-être, des gens honnêtes, qui sont sincères, peuvent peut-être gagner face à ceux qui manipulent. C'est votre tour? Je n'en sais rien. Je ne suis pas comme ça. Je pense qu'en tout cas, c'est le tour des Français. Merci. Et j'aimerais que les Français se lèvent. Merci Nicolas Dupont-Aignan d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J. Et à dimanche prochain. Merci. À dimanche prochain.